Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, Andrei Martianov, est avec nous. Bon retour parmi nous, Andrei. Avec plaisir. Andrei, Donald Trump a finalement abordé hier la guerre en Iran. Ce n'est rien de nouveau, je ne sais pas quoi dire de plus, mais il a dit quelque chose de vraiment important pour beaucoup de gens en Iran et en dehors de l'Iran. Il a parlé de frapper l'Iran, tu sais, de le renvoyer à l'âge de pierre. Oui, à l'âge de pierre. Et voici ce qu'il a littéralement dit. Ce soir, nous sommes en bonne voie d'atteindre très prochainement tous les objectifs militaires de l'Amérique. Nous allons les frapper extrêmement fort au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Nous allons les ramener à l'âge de pierre, là où ils appartiennent. En attendant, les discussions se poursuivent. Le changement de régime n'était pas notre objectif. Nous n'avons jamais parlé de changement de régime, mais un changement de régime a eu lieu, car tous leurs dirigeants d'origine sont morts. Le nouveau groupe est moins radical et bien plus raisonnable. Ce qu'il fait en ce moment, Andrei, c'est ceci. Voici les nouvelles images qu'il a publiées sur les réseaux sociaux. L'un des plus grands ponts d'Iran. Il relie Téhéran et Karaj, 2 grandes villes, et il s'en vante d'une certaine manière, en disant qu'il faut accepter, qu'il faut conclure un accord avec les États-Unis, sinon ils vont attaquer et tout détruire en Iran. Andrei, d'un point de vue militaire, d'un point de vue stratégique, de quoi s'agit-il exactement? Quand on combat une armée, on parle de missiles, de drones, de capacités, des capacités de l'armée. Il semble qu'il s'en prenne aux civils. Il est simplement concentré, il l'a dit hier, il va se concentrer sur les civils. Qu'est-ce que c'est? Qu'en penses-tu? D'abord, c'est du désespoir. Les États-Unis ont perdu la guerre, à la fois sur le plan opérationnel et stratégique, et peu importe la manière dont il essaie de justifier cela. Il est désespéré, il est aussi dément, et il commence à ressembler à un criminel de guerre. Il faut comprendre, une fois tombées toutes les apparences, c'est un narcissique qui ne supporte pas le refus et qui est acculé. Il n'a ni l'intégrité ni l'humanité nécessaires pour réellement mettre fin à cette atrocité. Donc oui, ils continueront à faire ce pourquoi l'armée des États-Unis est connue. Le Vietnam, dois-je rappeler à quelqu'un le Vietnam? Donc en gros, ils ont tué 3 millions de civils là-bas. Bon, d'accord, c'est ce qu'ils font, tu vois. Et je ne sais pas comment l'expliquer autrement, parce qu'il est désespéré. Il n'a aucune porte de sortie. C'est un cadavre politique. Les élections de mi-mandat sont probablement perdues pour le Parti républicain, qui est en soi un parti israélien. Et il est contrôlé par Netanyahou et tous ces groupes sionistes, tu sais, présents dans son administration. Et même les rumeurs qui circulent maintenant au sujet de Tulsi Gabbard, qui serait, tu sais, écarté de son poste. Parce qu'évidemment, quelqu'un des services de renseignement, même s'il n'y a pas beaucoup d'intelligence là-dedans à la base, a essayé de le convaincre de ne pas le faire. Donc, Tulsi ferait bien, si elle a encore un peu d'intégrité et d'honneur, de démissionner immédiatement, de remettre sa démission avant d'être expulsée de la manière la plus humiliante. Trump est, en gros, comme on dit, sur la route de l'enfer. Et c'est là qu'ils en sont. La prochaine chose, c'est qu'ils finiront probablement par faire tuer beaucoup de militaires américains. Et bien sûr, ils cachent déjà les chiffres réels, qui sont très impressionnants en termes de pertes. Donc oui, je ne sais pas ce qui va se passer. Certaines personnes commencent maintenant à évoquer le 25e amendement et la possibilité qu'il puisse effectivement démissionner. Mais pour lui, c'est une lutte à mort, aussi parce que, évidemment,
Une fois que certains dossiers, quoi qu'il s'y passe, je ne sais pas, ne vous y trompez pas, on ne peut pas, enfin, ne me citez pas là-dessus. Mais évidemment, il y a toutes sortes de très mauvaises surprises qui l'attendent sur le plan judiciaire. Et il pourrait bien finir derrière les barreaux. À ce stade, il est totalement un atout israélien. Il est entouré de gens qui sont des cinglés et des incompétents, et il continuera jusqu'à sa destruction complète. Et peut-être il est déjà en train de détruire le pays. Et le monde tel que nous le connaissions n'existe plus. Nous avons vu des images provenant des Émirats arabes unis. Il y a des troupes américaines là-bas. Quel est le plan, Andrei? Si nous supposons qu'il envisage encore quelque chose, comme je ne sais pas si une invasion terrestre est toujours dans ses intentions. Il n'en a pas parlé hier d'ailleurs. Il n'a mentionné aucune forme d'invasion. S'ils vont passer sous terre, s'ils vont chercher, tu sais, c'est plus de 400 sites d'uranium enrichi. Oui. Comment vois-tu les chiffres d'un point de vue militaire? How do you see the numbers militarily? Eh bien, je veux dire, ne vous y trompez pas. Il y a beaucoup de gens dans l'armée américaine qui continueront à se taper la poitrine en disant « Oh oui, on va envoyer des forces spéciales. » Oui, ils enverront peut-être des forces spéciales. Mais encore une fois, ce n'est pas une vraie guerre. De toute évidence, ces types, comme toujours avec eux, soyons honnêtes, avec les États-Unis, surtout les troupes au sol, tirent toujours les mauvaises leçons de tout. Ils n'ont rien appris du Vietnam. Ils n'ont absolument rien appris de la guerre du Golfe, qui, elle, était une vraie guerre. Et donc, ils continueront à dire « Oui, insérons quelques unités Delta ou Ranger », ce genre de choses, vous voyez. Alors, ils pourraient tuer quelques personnes là-bas. Mais le problème, c'est que c'est la guerre. C'est différent, d'accord? L'armée américaine n'a jamais connu quelque chose de ce genre, un impact de feu soutenu, sur lequel j'ai écrit 4 livres. Il n'existe pratiquement aucun manuel de terrain dans l'armée américaine qui les prépare à cela, même si l'on prend en compte la possibilité d'y envoyer n'importe quelle force spéciale. Et toutes sortes d'idées étranges circulent. Mais si vous n'arrivez même pas à atteindre la zone de rassemblement, qui sera immédiatement frappée par des missiles et des drones puissants, que comptez-vous faire? Vous allez simplement tuer davantage de soldats américains qui ne sont même pas censés être là. Donc, cette idiotie, pure idiotie, a été promue par une bande de fanboys qui sont allés en Afghanistan et ont dit « Oh ouais, on a vu la mort !» Non, vous ne l'avez pas vu. Quand vous avez un bataillon dans la zone de rassemblement et que vous perdez environ 20 à 25% de votre personnel, tué ou blessé, parce que quelques missiles balistiques sont tombés et que les États-Unis n'ont absolument aucune défense aérienne viable, que tout cela n'est que de la camelote, que faites-vous? Eh bien, ils n'en savent rien. Ils n'ont jamais vécu une chose pareille. Écoutez, même pendant la guerre du Vietnam, Hamburger Hill, Khe Sanh et tout le reste, alors que les États-Unis subissaient des pertes là-bas, morts et blessés, même des officiers supérieurs comme à Khe Sanh, les marines ont perdu leur commandant de base sous le feu ennemi. Mais ce n'est rien comparé à ce qui vous attend quand vous menez une vraie guerre. Ils n'ont rien appris de l'Ukraine. Rien, zéro. Parce qu'ils vivent dans un univers parallèle. Ils ne regardent pas les données, ils ne peuvent pas les vérifier, donc ils se bercent de leurs propres illusions. Et voilà le résultat aujourd'hui. Nous avons, en gros, un président absolument inapte à gouverner. Vous avez en substance Israël qui contrôle tout à Washington, D.C. Certes, les FDI se font actuellement battre par le Hezbollah. Je veux dire, ils ont perdu un nombre catastrophique de ces unités blindées des FDI. Vous avez ce mythe sur votre prétendue supériorité, mais ce n'est pas le cas.
Et puis soudain, vous êtes confronté à une véritable guerre et vous l'affrontez avec des forces prêtes à mourir et à se battre, contrairement à ce qui s'est passé avec l'Irak. Vous avez affaire à une culture totalement différente. En conséquence, c'est déjà une catastrophe. Et s'il veut l'aggraver en envoyant davantage de personnel américain se faire tuer, eh bien, encore une fois, je ne sais pas pourquoi il mourrait. Mais de toute évidence, même maintenant, on entend de différentes sources, y compris des officiers américains, dire que les troupes savent à peu près pourquoi elles sont là, pour mourir pour Israël. C'est donc le président le plus corrompu, enfin, peut-être pas le plus, mais il est certainement l'un des pires de l'histoire des États-Unis. Ce qu'il fait est fondamentalement incompréhensible. Et l'Iran? Oui, l'Iran est prêt. Je veux dire, avant-hier, je crois, lorsqu'il y a eu une célébration de la République islamique en Iran, il y avait M. Pezeshkan et Abbas Araghchi qui se mêlaient simplement à la foule dans les rues. 5 millions de volontaires déjà. Comprennent-ils seulement ce que cela signifie? Il y a des gens au Pentagone qui n'arrivent toujours pas à le saisir. Ils sont grisés par leur propre propagande. Ils regardent trop Hollywood, trop de schémas de films. Ils croient pouvoir mener une véritable campagne terrestre. Ils ne le peuvent pas. En réalité, ils ne l'ont jamais pu. Et nous en sommes là. La seule horreur que je ressens, parce que, écoutez, je suis, à toute fin utile, un Russo-américain, d'accord? Je vis aux États-Unis. C'est mon pays. C'est de voir que ces pauvres gamins sont littéralement bombardés jusqu'à... Vous avez vu vous-même ce qui se passe. Ils se cachent dans ces bunkers ou ailleurs pendant que les frappes de missiles iraniennes ont lieu. Ce qui est, vous savez, je ne sais pas ce que fait ce président ni ce que fait son administration. Nous savons que cela sert Israël. Eh bien, Israël lui-même s'est fait, pardonnez-moi l'expression, laminer. J'ai vu récemment des vidéos de Petah Tikva. Il n'y a aucune défense aérienne là-bas. Ils n'ont rien. Les missiles volent librement et détruisent tout. Et donc, ce sont ces imbéciles incompétents qui ont fait tout cela aux États-Unis. Ils l'ont fait à l'Iran, au peuple iranien. Et s'ils pensent que les Iraniens les oublieront, 171 petits-enfants, et maintenant un tas de civils, et ils font exploser des pharmacies, je veux dire, c'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Hier, Lindsey Graham était content parce que beaucoup de gens spéculaient que Donald Trump allait déclarer la victoire, du genre « il va s'en sortir, nous avons réussi ». Mais il ne l'a pas fait. Il veut continuer. Je pense, André, que nous devons examiner politiquement, militairement et économiquement ce qu'il essaie d'accomplir et qu'il conseille. Qui l'aide sur ses voies? Est-ce Pete Hegseth? Y a-t-il quelqu'un qui comprenne réellement la réalité de ce qui se passe? Pas immédiatement. Enfin, je veux dire, il le sent probablement. Il n'est pas très futé, ne vous y trompez pas. Mais comme tout lâche et sociopathe, il comprend en réalité, d'une certaine manière, le chagrin, pour ainsi dire, le sentiment que cela suscite. Et comme je l'ai déjà dit, c'est désormais un cadavre politique. Et donc, Pete Hegseth est un imbécile incompétent, sans aucune once de sérieux. D'abord, quiconque passe par le ROTC ne peut pas être considéré comme un véritable cadre militaire, car il faut beaucoup pour devenir officier de cadre et comprendre les choses à un niveau fondamental, ce qu'on appelle le niveau physico-mathématique. C'est ainsi que fonctionnent les états-majors. L'armée des États-Unis en manque cruellement. Et donc, Pete Hegseth, il était en Afghanistan. Oh oui, il sait ce qu'est une vraie guerre. Tu sais, le pire qu'il ait probablement connu, c'est une roquette RPG. Et c'est à peu près tout. Là, on parle d'autre chose. Quand tu as 500 kilos d'explosifs puissants qui tombent à même 100 mètres de toi, c'est fini. Tu subis une contusion, une commotion d'une telle ampleur que tu es écarté de la vie normale pour le reste de tes jours. Mais ce sont ce genre de personnes qui se bercent de leurs propres illusions.
Ils se sont quand même fait battre par les talibans en Afghanistan et ils pensent encore qu'ils sont bons. Et tu as ces gens, surtout des types comme Rhodys Kane, l'actuel président des chefs d'état-major interarmés, qui manœuvrent pour se couvrir, tu vois, parce qu'ils comprennent les implications. Et il se passe là-bas beaucoup de choses que les États-Unis n'ont jamais rencontrées. C'est tout un autre sac de nœuds. C'est un sujet pour des stratèges sérieux. Il s'agit de la responsabilité judiciaire pour ce qui a été fait. Et nous parlons de crimes de guerre. Donc tu as ce groupe de personnes, c'est le chaos total. La plupart d'entre eux n'ont aucune idée de ce qui se passe. La plupart d'entre eux n'ont même pas les bases nécessaires pour comprendre la situation. Monsieur Kane, par exemple, qui est le président des chefs d'état-major interarmés, est pilote. Je ne pense pas qu'on y enseigne des tactiques et des opérations vraiment sérieuses, des opérations terrestres, à l'académie de l'US Air Force. Vous voyez. On leur apprend à piloter un avion, et c'est à peu près tout. Alors quand on regarde ces gens-là, ils vivent dans un univers parallèle où l'Amérique a vaincu tout le monde, du Kaiser à Hitler jusqu'aux extraterrestres de la planète Zoltar qui ont envahi la Terre. Et on retrouve cette mentalité triomphaliste, cette pure idiotie, ancrée dans une grande partie, pas toute, qu'on ne s'y trompe pas, mais une grande partie du corps des officiers, qui ne comprend toujours pas pourquoi ils perdent les guerres. Eh bien, parce que tu n'es pas bon, d'accord? C'est aussi simple que ça. Et ils ne comprennent même pas ce que ça signifie d'avoir 93 millions de personnes unies, prêtes à mourir pour leur pays. Ils n'en ont aucune idée, parce qu'aucun d'entre eux n'a jamais connu la vraie guerre. Il n'y a pas un seul militaire des forces armées des États-Unis qui ait jamais combattu pour sa maison, pour sa femme, pour ses enfants, pour ses biens, pour sa terre, pour être libre. Aucun. Cela n'existe pas. Ils ne possèdent pas, en réalité, l'organe émotionnel ou intellectuel qui pourrait leur donner cette compréhension. C'est pourquoi ils croient à leur propre mythologie. Et par conséquent, nous avons des militaires totalement incompétents qui vont là-bas et essayent de soutenir des décisions politiques complètement insensées. Vous avez Israël qui est en train d'être, eh bien disons-le, réduit en bouillie sanglante. C'est détruit essentiellement. Cela va être encore plus détruit jusqu'à être pratiquement dissous en tant que pays, parce qu'il ne serait plus possible d'y vivre. L'Iran est en train de le marteler jusqu'à une soumission totale. Et maintenant, ces idiots sont entrés dans le sud du Liban et ils perdent je ne sais pas combien de chars et de véhicules blindés par jour. Mais c'est essentiellement le Hezbollah qui leur inflige une raclée. Et nous en sommes là. Cela continuera jusqu'à ce que Trump soit à court de ressources ou prenne une décision qui transforme les États-Unis en un État paria. Et cela finira par se désintégrer, parce que personne ne voudra vivre dans un État terroriste. C'est aussi simple que cela, car la seule chose qu'il est, c'est que l'armée des États-Unis n'a ni les ressources, ni la capacité de mener quoi que ce soit de sérieux en matière d'opérations terrestres interarmes. Alors l'option nucléaire, eh bien il y a les fanatiques religieux qui les entourent. Il y a les sionistes chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont rien à voir avec le christianisme. Ce sont des fanatiques endoctrinés par la Bible de Scofield, prêts à mourir. Eh bien, qu'ils envoient leurs enfants, qu'ils envoient, vous savez, tous ces hadjis, tous ces fanatiques de l'évangile de la prospérité, ceux obsédés par le dispensationalisme et par l'idée qu'Israël est le centre de l'univers. Qu'ils envoient leurs enfants là-bas, leurs fils, leurs filles, qu'ils meurent là-bas. André, les États-Unis, après la destruction des radars dans le golfe Persique, ont commencé à utiliser ces AWACS pour envoyer des signaux à Israël.
2 d'entre eux ont déjà été touchés en Arabie saoudite. Et maintenant, ils parlent d'une nouvelle base en Israël, car il semble qu'ils ne vont pas revenir dans ces États arabes. Comment cela pourrait-il être possible? Construire une nouvelle base en Israël. De la même manière qu'ils ont détruit ces radars, l'Iran détruira cela aussi. Vous ne pouvez pas expliquer, encore une fois, vous ne pouvez pas dire à un bureaucrate moyen du Pentagone que le Pentagone n'a pas de défense aérienne viable. Il n'a pas non plus de défense antimissile. Et donc, les États-Unis, écoutez, vous me connaissez. Depuis 12 ans, j'écris officiellement à ce sujet sur mon blog. J'ai écrit 4 livres. Les États-Unis ne sont même pas de la même génération que les systèmes modernes de défense aérienne. Par exemple, pour vous donner un exemple, l'Inde, après l'opération Sindoor, qui était bien sûr cette sérieuse escarmouche entre l'Inde et le Pakistan, la performance du S-400 a été si remarquable que Modi en veut davantage. Eh bien, devinez quoi? Ils ont signé pour plus 5 batteries de S-400 destinées à l'Inde, et l'Inde veut aussi le S-500. Les États-Unis n'ont rien qui s'approche même de cette capacité. Rien. Le PAC 3, le Patriot PAC 3, c'est juste une blague. Et il en va de même, surtout pour toute la catégorie d'armement que les États-Unis n'ont tout simplement pas. Ils ne peuvent pas la développer. Ils ne peuvent pas la construire. Il s'agit de ce qu'on appelle les systèmes de défense aérienne à courte et moyenne portée, qui non seulement défendent l'espace aérien, mais protègent aussi les S-400, S-300, 304 et S-500 de haut niveau contre toutes sortes d'autres menaces. Et ceux-là sont, comme vous le savez probablement déjà, les systèmes Tor M2 et M3, le Pantsir S1 avec toutes ses mises à niveau constantes, et surtout le Buk M1, M2, M3 aujourd'hui. Le Buk M3 est un système de pointe capable d'intercepter des missiles balistiques et des missiles balistiques tactiques opérationnels. Les États-Unis n'ont tout simplement pas ce type d'armement. Il n'existe pas de catégorie de ce genre d'armes. Ça n'existe pas. Pour développer cette catégorie d'armement, il faut des décennies. Il faut des données tactiques et opérationnelles. Et où les États-Unis les obtiennent-ils? Pendant des années, ils recevaient ces absurdités de, vous savez, l'Ukraine, qui leur mentait en face. Mais ils y ont cru. Alors maintenant, ils en sont là. Peu importe s'ils déplacent quoi que ce soit vers Israël, cela ne change absolument rien. Parce que ce à quoi ils font face maintenant, ce sont des missiles de portée intermédiaire, que l'Iran possède en grand nombre. Il dispose aussi d'un nombre encore plus important de drones longue portée capables de parcourir des milliers de kilomètres. Donc cela ne change rien. C'est comme essayer de traiter un cancer métastasé, ou même un cancer à un stade précoce, avec un pansement ou des antibiotiques. Je ne sais pas comment ils réfléchissent, mais c'est justement tout le propos, ce dont j'ai parlé ouvertement dans mon premier livre, paru au début de 2018, mais écrit en 2017, à savoir que toute la doctrine militaire est essentiellement du vent. Ils peuvent faire certaines choses dans lesquelles les États-Unis ont toujours excellé. Par exemple, en matière de capteurs, aériens ou spatiaux. Oui, les États-Unis sont vraiment très bons dans ce domaine. Ils disposent d'un ensemble orbital très développé, le meilleur au monde, en réalité. Mais à part ça, oui, les AWACS, bon. Et alors? Je veux dire, il faut bien faire atterrir cet AWACS quelque part, non? Le E-3 Sentry. Où l'atterrir? Vous voulez le poser sur des pistes en Israël? Ça ne fera aucune différence. Ils seront détruits, comme cela s'est déjà produit, que ce soit en Arabie Saoudite ou en Israël. Aucune différence, absolument aucune. Nous vivons dans la réalité de 2026, où l'on dispose de systèmes de navigation inertielle extrêmement performants, gyroscopes laser et autres dispositifs du même genre, avec une puissance de calcul suffisante pour permettre, même en navigation à l'estime, d'atteindre les cibles. Oubliez la reconnaissance,
le guidage et le ciblage supplémentaires obtenus, par exemple, grâce aux capteurs installés sur ces ogives iraniennes. De toute évidence, elles disposent d'un canal optronique, puisqu'elles peuvent désormais manœuvrer. Alors, que puis-je dire? Bonne chance. Va-t'en pas. Nous savons que les forces de défense israéliennes dépendent essentiellement de l'armée de l'air. Et vous savez, que peuvent-elles faire d'autre? Supposons que l'armée de l'air ne fonctionne plus pour elles. Parce que lorsqu'il s'agit d'occuper la partie sud du Liban, ils en parlent, le fleuve Litani, le capturer, sans aller sous terre, c'est impossible, comme vous l'avez mentionné dans le cas de l'Iran. Quelle est leur capacité réelle? Comment les voyez-vous sur le terrain, avec leurs chars affrontant le Hezbollah? Est-ce même possible de les soutenir depuis les airs tout en avançant au sol, alors qu'ils subissent des attaques du côté iranien? Parce que vous savez, le Yémen entre aussi dans l'équation, n'est-ce pas? Oui, ils étaient déjà arrivés. D'abord, beaucoup de gens ne comprennent pas, et je vais l'expliquer tout de suite. Les forces de défense israéliennes, entre 1967 et 1973 environ, comptaient un grand nombre d'officiers juifs soviétiques, certains vétérans de la Grande Guerre patriotique, et c'étaient des gens héroïques, durs à la tâche. C'étaient des juifs d'une composition, pour ainsi dire, très différente de celle que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'ils étaient plutôt bons pour battre, aussi pathétiques qu'ils aient pu être à cette époque, les Arabes. À ce moment-là, les Arabes ne savaient rien faire en matière de guerre combinée. Israël, lui, savait le faire, parce qu'il avait reçu un afflux massif de personnes dotées d'une excellente expérience d'état-major et d'opérations tactiques et opérationnelles acquises dans l'armée rouge soviétique. Et c'est pour ça qu'ils les ont écrasés, tu vois. Donc ce n'est pas l'armée israélienne d'aujourd'hui, d'accord? Je vais citer le défunt colonel Lang, il y a peut-être 7 ans. Le colonel Lang, qui faisait partie de la Defense Intelligence Agency, c'était un arabisant en fait, il parlait parfaitement arabe et était constamment en contact là-bas, disait déjà à l'époque que c'était en gros une force de gendarmerie lourdement équipée. Ils ne sont pas bons, d'accord? Et maintenant, si tu veux l'avis des officiers russes, et je parle d'officiers de haut rang, des gens occupant des postes très élevés et universitaires, ils ne les prennent pas au sérieux, tu sais. Donc la seule chose qu'ils savent faire, c'est qu'ils ont cette force aérienne, tu sais, l'armée de l'air israélienne. Elle peut bombarder. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire maintenant. Le reste, ce n'est pas impressionnant. Et quand on considère les pertes de blindés et la manière dont ils se comportent, même au niveau tactique, les officiers subalternes des forces russes se disent « ils se moquent de nous ». Ils n'ont rien appris. Ils n'ont pas montré ce qu'est une vraie guerre, comment on anéantit son ennemi. En Ukraine, ils n'ont absolument rien appris. C'est incroyable. Et donc, oui, bon sang, ils ne savent même pas comment se déployer correctement. Et puis, bien sûr, ils envoient encore leurs blindés en avant. Et oui, en conséquence, Cornet se moque bien de ce que tu transportes. Ça va tout traverser, tu sais, et ça va te souffler de toute façon. Et ce n'est pas qu'une seule chose. Maintenant, nous avons la guerre par drone, et les drones sont plutôt impressionnants. Je veux dire, beaucoup de gens pensent encore que c'est efficace à 100%. Ce n'est pas le cas. Mais même si c'est efficace à environ 10%, cela a déjà un énorme impact sur les blindés. Et encore une fois, cela dépend du type de blindage. Il est évidemment plus facile de faire exploser un véhicule de transport de troupes qu'un Merkava. Mais les Merkava, je veux dire, tout ce mythe brillant selon lequel les Merkava seraient les meilleurs chars du monde, ils brûlent très bien. Andrei,
André, le Moyen-Orient, même en pleine guerre, est en train de changer d'une certaine manière à cause de ce qui s'est passé avec les bases américaines. Comment vois-tu cela? Il y a eu un appel téléphonique. Si je ne me trompe pas, Pepe Escobar a dit aujourd'hui qu'il y avait eu un appel entre l'Arabie Saoudite, MBS et la Russie. Oui, il y en a, oui. De quoi parle-t-il? Parce que s'ils veulent un meilleur Moyen-Orient, une meilleure Asie de l'Ouest, ils doivent comprendre quelle est la combinaison, l'équilibre des pouvoirs. Qu'est-ce que c'est et comment cela fonctionne-t-il? Est-ce qu'ils y parviennent? Quelle est la nature de ces discussions en cours? De quoi parlent-ils? Que veulent-ils de la Russie? Eh bien, pas seulement MBS. En réalité, le ministre des Affaires étrangères d'Égypte est actuellement à Moscou et il a rencontré Sergei Shoigu, qui est une figure très importante là-bas. C'est un proche collaborateur de Vladimir Poutine et ils se sont rencontrés il y a seulement quelques heures. Ainsi, tous ces dirigeants arabes, en particulier ceux du Golfe, se sont précipités à Moscou pour parler à Poutine et agir à ce sujet. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Plus jamais. Vous avez tout à fait raison. L'équilibre des pouvoirs a changé de manière spectaculaire au Moyen-Orient. L'Iran est désormais aux commandes. De plus, quand on regarde la population de Bahreïn, majoritairement chiite, elle célèbre en réalité chaque frappe contre le quartier général de la 5e flotte américaine et d'autres installations militaires. Mary Stino Bavor to Ramp Turab. Et puis soudainement, vous savez, si la guerre de 12 jours de l'année dernière n'était pas déjà assez révélatrice, alors ils voient ce qui arrive à Israël maintenant. C'est absolument en train d'être détruit. Et beaucoup de ces Arabes ont vécu sous des gouvernements arabes corrompus, en particulier l'Arabie saoudite, qui se plie en gros aux exigences israéliennes en secret. Mais ils sont tous corrompus. Ils sont tous prisonniers de la cause palestinienne. Et puis soudainement, une grande puissance chiite se bat contre deux des plus grands maux et gagne. Pouvez-vous imaginer le choc culturel? Pouvez-vous imaginer comment ils vont regarder ces, vous savez, mollahs, les mollahs sunnites et tous ces gens-là? Quand vous avez ce pays, regardez ça, une civilisation qui met à genoux les États-Unis et Israël. C'est un tournant historique. Et maintenant, je vais parler à Mario Nafal, qui, pour une raison quelconque, pense encore que Dubaï est quelque chose d'important. Ce centre commercial, c'est fini. Il ne redeviendra jamais ce qu'il était, parce qu'il est, comme je le dis tout le temps, pour la nouvelle racaille vorace, des gens, disons-le, pas très malins. Il en va de même pour les Émirats arabes unis. Il en va de même pour l'Arabie saoudite. Que voulez-vous faire? L'Arabie saoudite aurait, sur le papier, certaines des forces armées les plus avancées, du moins au sens américain. Elle possède une ménagerie de F-15 et tout le reste. C'est inutile. Ils ne savent pas s'en servir correctement, d'accord? Ils ont essayé au Yémen. Le Yémen les a humiliés. Et c'est ce qu'ils sont. Impuissants, totalement dépendants, totalement corrompus, contrôlés par Israël et les États-Unis. Et maintenant, pouvez-vous imaginer ces familles? Ces monarques, peu importe comment on les appelle, ces gens-là, les familles royales, on peut cracher n'importe où, en Arabie saoudite ou à Dubaï, et ce sera forcément royal. Leur richesse a évidemment été acquise d'une manière rendue possible par les puissances occidentales, grâce à l'ingénierie et à l'expertise technologique qui leur ont permis d'extraire cette richesse, le pétrole, principalement la richesse pétrolière. Et donc, ils construisent leur façade en utilisant du travail d'esclaves, des ouvriers venus d'Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, d'Indonésie, et ainsi de suite. Et oui, ce sont des esclaves, littéralement des esclaves. Ils n'ont pas de droits, ils n'ont pas leurs papiers, ils vivent dans la misère et ils peuvent être contraints à n'importe quoi.
Voilà qui ils sont. Leur règne est terminé. Parce que maintenant, et nous savons déjà que c'est officiel, l'Iran a installé le poste de péage dans le détroit d'Ormuz. Ils ont déclaré « Nous ne discuterons qu'avec Oman de la possibilité d'un partage, mais pour l'instant, c'est nous. Vous voulez passer ? Voici la liste des pays qui peuvent traverser sans problème. La Chine, la Russie. Les autres paient $1 ou l'équivalent, mais en nouvelles armes. Ne vous y trompez pas, en nouvelles armes, ils n'accepteront plus de dollars. C'est la fin du pétrodollar d'ailleurs. Donc $1 ou l'équivalent en nouvelles armes par baril transporté. Si vous ne payez pas, vous coulez. Aussi simple que ça. C'est tectonique, mondial. Je veux dire, c'est un séisme d'une ampleur inimaginable. Et M. Trump, la Maison-Blanche et Washington, D.C. l'ont provoqué lorsqu'ils ont décidé pour une raison quelconque qu'ils pouvaient se mesurer à une puissance qui sait réellement riposter et se défendre. Ils se sont cachés pendant 4 ans derrière ce qui était essentiellement de la chair à canon en Ukraine. Ils ont tué environ 2,5 millions de ces forces. Alors, ils ont pensé pouvoir tenir tête. Nous voyons maintenant ce qui se passe. Que reste-t-il ? Bombardons les hôpitaux, bombardons les ponts, bombardons les pharmacies, bombardons les bibliothèques, bombardons les écoles. C'est la seule chose dans laquelle ils excellent. I think Iran and Russia Je pense que l'Iran et la Russie sont en quelque sorte dans la même situation, car ils ont tous deux voulu négocier avec les États-Unis. Mais les États-Unis ont refusé les négociations avec les deux. Et maintenant, ils en sont, tu sais, à supplier les deux pour un cessez-le-feu, ce qui n'a aucun sens pour nous. which doesn't make sense for any of them. What does it mean? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, la Chine veut, en utilisant à nouveau le Pakistan, elle a 5 points. Mais l'Iran a 5 contre-arguments qu'il a publiés encore plus tôt. Et l'Iran, tout comme la Russie, ne va pas faire de compromis sur ce qu'on appelle les causes profondes. J'ai fait une vidéo à ce sujet. L'Iran a adopté exactement la même position que la Russie. Il y a des causes profondes. Soit on les aborde, soit on ne le fait pas. Puis cela continue. Et cela se répète essentiellement dans l'opération militaire spéciale. L'Iran mène sa propre opération militaire spéciale, évidemment dans des conditions bien plus difficiles, car militairement et économiquement, il est plus faible que la Russie. Mais la société iranienne est-elle prête à y aller? Oui. Veulent-ils mettre leurs bottes sur le terrain là-bas? Oui. Qu'ils essaient et qu'ils voient ce qui va se passer. Ce n'est pas le Vietnam. C'est ce que beaucoup, pardonnez-moi l'expression, d'idiots avec leurs titres militaires au sein de l'ensemble de l'OTAN occidentale, sans parler de ce Maurice du corps allemand, ne comprennent pas. Ils établissent toujours des analogies avec le Vietnam. Ce n'est pas le Vietnam. C'est d'un tout autre ordre de grandeur, pour une raison simple. Quand on regarde l'échelle du pays, son relief, c'est tout simplement incomparable. C'est 5 fois plus grand que le Vietnam en termes de population. Si l'on compare les 30 millions d'habitants du Vietnam dans les années 1960, on a aujourd'hui 93 millions de personnes dans une société désormais complètement solidifiée. Les libéraux de Téhéran, on peut les voir porter, vous savez, des drapeaux iraniens et dire « Nous allons mourir pour notre pays ». Eh bien, voilà ce que vous avez obtenu, imbécile, parce que vous n'avez jamais compris ce qu'est une vraie guerre. Toute personne compétente, militairement compétente, qui comprend le vrai renseignement, les vraies données, les vraies opérations, n'est autorisée nulle part près des niveaux de pouvoir et d'influence aux États-Unis. Vous avez une bande de types de think tank qui croient que parce qu'ils ont été en Afghanistan, ils ont tout vu. Non. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce dont je parle depuis 12 ans. Ils se sont trompés non seulement sur l'Iran ou sur la Russie, ils se sont trompés sur leur propre puissance. C'était tellement grossièrement exagéré,
tellement intensément propagé et promu par les relations publiques jusqu'à l'oubli total qu'à un moment donné, c'est devenu, tu sais quoi, grotesque. Et voilà, on y est. Tout a éclaté. Nous vivons ce moment. Ce qui va se passer, je n'en sais rien. Mais hier, Trump a de nouveau désespérément essayé d'intervenir dans la baisse de leur contrat à terme, parce que le vrai pétrole est bien plus cher. Et devine quoi? Maintenant que la Russie a arrêté ses exportations de pétrole et de produits dérivés, y compris l'essence, eh bien l'Europe, bonjour, vous le vouliez. Voilà votre énergie verte. Profitez-en. C'est incroyable et beaucoup de gens ne comprennent toujours pas l'ampleur de ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années. Andrei, I think there is a lot to be learned from the Middle East for Europeans. André, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre du Moyen-Orient pour les Européens. Car après tout, à quoi bon avoir des bases américaines dans leur pays lorsqu'ils voient ce qui se passe en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, dans tous ces États arabes? Donc la question est la suivante. Vous savez, le chef de l'AfD en Allemagne a déclaré que les États-Unis devraient se retirer d'Allemagne. Non. Il doit y avoir une certaine forme de compréhension entre ces pays. Pas pour les élites européennes, qu'on ne s'y trompe pas. C'est ce que je veux dire d'emblée. D'abord, l'AfD sera de toute façon réprimée en Allemagne. L'Allemagne devient totalitaire, un terrain de jeu délirant pour les satanistes et toutes sortes de gens de ce genre. Je peux vous le dire, et ce n'est pas un secret, c'est l'opinion de nul autre que Dmitri Polyanski, avec qui Rondi Kredica, Dmitri Rothwaters, Larry et moi avons eu une conversation il y a 2 semaines. Dmitri Polyanski est le représentant permanent de la Russie auprès de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. J'ai failli l'appeler, vous pouvez vérifier, c'est sur YouTube. Et on ne peut pas parler aux Européens. Ce sont des imbéciles, ils sont endoctrinés, et la majorité de leurs élites sont des crétins, en gros, vous voyez. Et ils ne savent rien, y compris la nouvelle génération qui arrive. Donc l'Europe, telle qu'elle existe aujourd'hui, doit mourir. Et pourtant, ils n'apprennent rien, parce qu'il s'agit aussi du problème de ce qu'on appelle l'enseignement supérieur dans l'Occident combiné, qui n'est rien d'autre qu'une machine de propagande. Ils y produisent des incompétents endoctrinés. Et oui, comme l'a déclaré Dmitri Polyanski, la seule chose qu'ils savent de l'histoire européenne, par exemple, ce sont les élections de 2022. Ce n'est pas l'opération militaire spéciale, c'est que la Russie est maléfique, l'Iran est maléfique. Donc, peu importe ce que font ces partis d'opposition comme l'AfD en Allemagne, qui a d'ailleurs son principal ancrage dans l'est du pays, tu sais, l'ancienne RDA, cela ne change rien. L'Allemagne est finie, ils ont émasculé leur population. Il en va de même pour la France. La France est en réalité un pays appauvri. Beaucoup de gens ne comprennent pas que derrière ces faux chiffres du PIB, le pays devient pauvre. Il en va de même pour le Royaume-Uni. L'Europe n'a rien appris et n'agira même pas sur les questions de bon sens les plus élémentaires qui s'y posent. Parce que, devinez quoi? Ils éliront probablement encore les mêmes personnes, celles qui partagent ce type d'idéologie, puisque d'immenses pans de la population sont déjà complètement touchés par l'idéologie woke. Et comme je l'ai déjà dit, l'émasculation a eu lieu. C'est un fait accompli. Les Français ont élu ce groupe. Macron et son, vous savez, peu importe ce que c'est, mari ou autre, et 2 fois avant cela, ils ont élu Hollande. Ce sont ces gens-là qui tuaient la France. Maintenant, les hommes français seront battus jusqu'à la charia, vous savez, jusqu'à ce que la France se désintègre. Donc, cela n'a aucune importance. Ils s'appauvrissent. C'est la même chose pour l'Allemagne, la même chose pour la plupart des pays européens. Le seul pays qui, d'une certaine manière, a décidé d'aller à contre-courant, pour ainsi dire, c'est l'Espagne. Mais là encore, ce sont les gauchistes qui sont au pouvoir. Ils se dissoudront en tant que nation, car l'immigration, l'islamisation et l'africanisation de leur pays continueront.
Ils ne peuvent pas l'arrêter. Et ils en dépendent totalement pour rester au pouvoir. L'Europe est finie. C'est terminé. Et maintenant, ils exigent que la Russie compense les volumes de pétrole et de gaz qui ont été retirés de l'approvisionnement mondial. Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? L'État russe a dit « Nous ne vous vendons plus rien ». Voilà. André, je pense que de nombreux pays, y compris la Russie et l'Iran, estiment que le droit international, du moins tel que les États-Unis en parlent, est ridicule et n'a plus aucun sens. Et voici ce que Lavrov a dit à propos du droit international. Le président Trump a déclaré qu'il ne s'intéressait pas au droit international. Il a sa propre morale et sa propre conception du bien et du mal. Certains aspects de la vie internationale restent figés dans un passé lointain. Lorsque des dirigeants de certains pays sont enlevés en plein jour, que des quartiers entiers sont anéantis avec une cruauté biblique, et que des hôpitaux pour enfants sont pris pour cible, où des centaines d'enfants meurent en un instant. Des centrales nucléaires sont bombardées, des installations censées être défendues et protégées par le droit international, tout comme d'autres infrastructures. Et dans cette situation, personne d'autre que nous et nos alliés ne se soucie du droit international. Oui, littéralement, il n'y a rien. Parce que c'est le chaos total, André, quand tu regardes ce qui se passe. Oui, et la nouvelle loi internationale, la nouvelle charte des Nations Unies, se ressuscitera elle-même, mais pas par l'intermédiaire de l'ONU. L'ONU est une organisation totalement corrompue et inutile. Je veux dire, elle a été corrompue par les puissances occidentales. Et la question ici, c'est que cela viendra d'ailleurs par le biais des BRICS. Elle sera reconstituée, peut-être une version 2.0 des Nations Unies, quelque chose comme ça. Mais le fait est que, évidemment, le Conseil de sécurité, quelle que soit sa structure, et les institutions qui y sont rattachées. À ce stade, oui, il n'existe pas de droit international. La seule chose qui compte, c'est la force. Et il y a un problème. Les États-Unis peuvent causer des dégâts, mais ils ne peuvent pas gagner de guerre. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils vont toutes les perdre. Et pour une raison quelconque, ils ont décidé de refaire ce qu'ils ont fait au Venezuela, où ils se sont vendus à eux-mêmes leur propre président. C'est donc un peu la même chose. Ils pensaient que la guerre du Golfe était un tel succès, tandis que de vrais professionnels de l'armée se grattaient la tête en disant « Seigneur, ce n'est pas ça ». Et la même chose se produit ici. L'Occident est fini et les États-Unis sont finis. Ils ne peuvent plus atteindre ni accomplir le moindre objectif politique. On voit une administration Trump qui s'agite, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, car ils avancent dans un couloir unique, très étroit, dont l'issue est l'abattoir. C'est essentiellement la panique, c'est ce qui les a submergés, à quoi s'ajoute une incompétence totale en matière de gouvernance, de véritable puissance militaire et d'autres domaines similaires. Tout cela a été mis à nu. Merci beaucoup, André, d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir comme toujours. Au revoir. Au revoir.